Bonjour, tu es bien dans le Powerful African Women, le POW Podcast. Le podcast qui va te permettre de mettre en valeur la power qui sommeille en toi. Je suis Aïssatou. Et je suis Sarah. Et aujourd'hui, nous te présentons un nouveau format, qui est en fait un ancien format remodelé de podcast qui s'appelle le POW Trip. Dans cet épisode, nous allons mettre en avant une POW que nous avons identifiée et dont nous souhaitons te partager le parcours et qui viendra par la même occasion, avec sa boîte à outils, te donner quelques tips. Nous discuterons du sujet du jour, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. Donc restez à l'écoute. Et bon podcast! Bonjour à tous, nous sommes très contentes aujourd'hui parce qu'on renoue avec une typologie d'épisodes qu'on n'a pas fait depuis un bon moment. C'est un épisode avec une invitée. On renoue même également avec un épisode en français pour ceux qui ont écouté notre dernier épisode qui était en anglais. Donc, welcome back, bienvenue. Alors, comment tu vas, Sarah? Bien, ça va. Fatiguée un peu. Je suis dans mon dernier semestre, donc j'ai ce qu'on appelle aux États-Unis senioritis. Du genre, je n'ai envie de rien faire, je suis juste prête à graduer et tout. Donc, c'est ce qui est dans ma tête en ce moment, mais ça va, Dieu merci. Et toi? Écoute, ça va. Pas mal de voyages, plein de choses. Et je suis hyper heureuse aujourd'hui parce qu'on a une invitée. Donc, on va pas trop vous spoiler encore. On va faire la présentation POW, comme ça vous allez apprendre à la connaître. Mais c'est pour moi une POW et vous allez voir pourquoi. On reprend la structure habituelle. Donc, comme d'habitude, on va d'abord vous présenter l'invité. Ensuite, on va parler de son sujet du jour. Et puis ensuite, on conclut, etc. Vous connaissez un petit peu le format. Let's dive in. On va commencer par la première partie, la présentation de notre invité. Donc, on va lui poser les questions POW Presentation, la présentation POW. Invité du jour. Ma première question pour toi, c'est quelle est la langue dans laquelle tu souhaites faire l'épisode? On va la faire en français, vu que ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas fait d'épisode en français, je pense. Même si j'aurais été aussi tout à l'aise en anglais. I know. I wish to, but it's fine. C'est pas grave. Deuxième question, quelle est ton identification POW? C'est-à-dire, comment est-ce que tu souhaites qu'on t'appelle durant cet épisode? Bon, j'ai un prénom, un second prénom et un nom de famille. Même deux maintenant. Mais j'ai plein de surnoms. Donc, les gens me connaissent sous différents surnoms, mais principalement Fatou, c'est ce qui revient. Il y a mon second prénom, l'initiale N, et mon nom de famille d'enfance, Cissé. Donc, on peut dire Fatou N Cissé. Mais durant l'épisode, juste Fatou, ça ira. Ok, so welcome Fatou. Troisième question, parce que POW, c'est quand même on peut l'appeler une plateforme, un réseau assez international. On aimerait savoir quel est ton ou quels sont tes pays d'identification POW. Bon, principalement le Sénégal, je suis née là-bas. J'ai grandi aussi une partie, puis j'ai poursuivi en France. Donc principalement ces deux-là, mais après plein de ramifications, un peu. J'ai voyagé en Amérique. Je découvre de plus en plus mon continent africain également. Donc, mais bon, on va dire principalement le Sénégal et la France, avec des ouvertures. Ok. Très rapidement, parce qu'on reviendra dessus. Quel est ton objectif POW? C'est-à-dire, quel est un peu ce à quoi tu aspires et qu'est-ce que tu aimerais faire en tant que POW? Alors, très très bonne question. Ça va être difficile d'être concise sur celle-là. C'est assez tricky de la mettre au début parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on peut avoir différentes aspirations, mais je pense peut-être de mon côté, principalement, c'est de pouvoir trouver un bon équilibre en tant qu'être humain. Je sais pas si je me fais comprendre, être empathique, continuer de l'être, développer d'autres skills que je connais pas encore. Mais par exemple, ce que je peux dire de concret, c'est que chaque jour, avant de me coucher, je fais une sorte de rétrospective un peu de ma journée, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Un petit peu, on va dire, essayer on pourra jamais assez corriger nos défauts, mais de toute façon, essayer de s'améliorer constamment, pérenniser les qualités. Et en me levant, j'espère que chaque jour que je me lève, en tout cas, je peux m'améliorer par rapport au jour d'avant. I love it. It's so deep. Yeah. En fait, je pensais à ça, j'ai dit, yeah, c'est ce qu'il me faut, en fait. Mais, like every year, every beginning of the year, les gens, chaque début d'année,
je m'achète toujours un petit carnet, du genre un petit, on appelle ça comment, un journal, tu vois. Et en février, j'ai abandonné. C'est ça. Donc, tu m'as motivée. I feel like that's the goal for everyone. I love it. Yeah, I like that a lot too. So, merci de nous avoir partagé quelque chose. Ok. Alors, 5e question. Pareil, on va faire très court parce que ça, tu vas vraiment revenir tout à l'heure dessus. C'est quel est ton parcours, très rapidement, ton parcours académique et ou ta carrière? Ça peut juste être donner les noms à ce stade et on rentrera plus en détail dessus. Donc, parcours académique assez classique, hein, après le lycée, après le bac, collège, donc université, master. J'ai pris le pari de poursuivre aussi sur une thèse. Et grâce à Dieu, j'ai pu la terminer. On pourra revenir sur la fonction. Docteur Fatou. Et puis, en termes de carrière, économiste. Je me définirais, oui, comme économiste. Spécialisée sur les pays en développement, tout ce qui, voilà, émergent. J'adore. On adore. Une vraie PAO. Definitely. Et puis, dernier point, parce que PAO, c'est aussi les loisirs. C'est une plateforme qui promeut tout ça. On voulait savoir quels sont tes passe-temps. Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Très bien. Donc, je pense passer du temps avec la famille, les amis, j'essaie en tout cas, dès que j'en ai l'opportunité. Je suis une grande fan de TV shows, donc ce qu'on dit les séries télévisées. J'en regarde beaucoup. Et le sport également, depuis toute petite. La cuisine aussi, j'aime beaucoup. Et tu es une ancienne championne de handball, right? Really? Je sais plus c'était quel championnat ça. Tu vas dire ça, les gens ils vont penser que j'ai gagné la Coupe de France ou le championnat d'Europe. Ce que je peux te dire, c'est que gagner, c'est gagner. On s'en C'est fout ça. de c'était quelle coupe. T'as raison. Au moins, toi, tu sais jouer au sport. J'essaye et j'aime bien découvrir beaucoup de sports. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Que voilà, des choses peut-être que je n'avais jamais eu l'occasion de faire, mais lorsque j'ai l'occasion de découvrir, je le fais. Et puis, bon, si le temps, les opportunités, l'argent le permettent, voyager. C'est bien de voyager, je trouve. Always, always. Always, alors, j'aime ça, j'aime ça. C'est quoi ta série télévisée préférée? Oh my God. Yeah, this one. Est-ce que j'ai le droit de donner un top 3 ou... Ok, tu peux donner top 2. Top 2. Sarah, elle est difficile. Top 2. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Prison Break. Oh. Donc, ça fait très, très, très longtemps. Hein. But good one. Peut-être une que j'ai reprise il y a pas longtemps. Et j'ai refait toutes les saisons. C'était 24 heures chrono. Wow. Ok, juste une petite parenthèse, Fatou, mais les 2 séries que tu as citées, c'est les séries qui passaient sur RTS. Ça me perturbe profondément. RTS avant, c'est la télé sénégalaise, genre les 2. En fait, je vois mon grand-père en train de regarder ça, littéralement. En fait, ça me fait rire parce que ma maman aussi, c'est ce genre de séries qu'elle regarde beaucoup, surtout 24 heures chrono. La femme là ne pouvait pas rater un épisode. Donc, quand tu as dit ça et puis Prison Break, I was like, bruh, je sais pas comment te dire, mais tu es juste ma maman. Aïssatou, je sais que ça passait sur RTL 24 heures, mais je savais pas que Prison Break aussi après. Okay. Il y a eu Prison Break, je sais plus si c'est RTS ou RDV, mais c'était sur la télé sénégalaise, like, for sure. Ça fait rire. En tout cas, à chacun ses goûts. Il y en a plein d'autres. Les séries avec lesquelles j'ai grandi. Donc, En tout cas, on adore. Ok, donc on va transitionner sur la partie fun du podcast. Et cette partie, ça s'appelle le Fireside Chat. Je sais pas si tu es familière avec ce qu'on appelle un Fireside Chat, mais on peut dire c'est du genre, on va juste te poser des questions super rapides ou, I mean, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est ça, tu réponds en fait, juste pour savoir un peu et découvrir plus ta personnalité et vraiment juste ce que tu aimes faire, quoi. Donc, je vais te donner par exemple un exemple. On va te demander, OK, café au lait ou café noir. Et puis, tu nous réponds ce que tu penses être vibé avec toi en ce moment. On va te poser 7 questions. Et, I mean, ça dépend de toi. Il y a certaines questions, si tu veux élaborer,
On peut te donner 30 secondes. Sharp, tu nous dis Maximum. peut-être, voilà. Je sais, parce que j'ai regardé Aïssa tout, parce que je sais qu'elle est super top. Donc, 30 secondes maximum, tu nous dis pourquoi tu as choisi. Si tu veux pas aussi, on passe à la prochaine, il n'y a pas de souci. Super. Ok, on y va. So, première question. Es-tu plutôt prudente ou audacieuse? Prudente, parce que j'aime bien observer avant d'agir. Ok, so, deuxième question, plutôt sociable ou seule, ou on peut dire aussi introverti ou extraverti? Introvertie, je pense, dans un premier temps. Et après, dès qu'on rentre dans mon cercle, je pense que Yep, Je dirais même plus, tu es introvertie sociable. oui. Yeah, Ouais. Elle sait très très bien sociabiliser. yeah. Je pense que j'ai le même caractère aussi. Ma zone de confort, c'est introverti, mais Mhm. ça dépend de certaines situations. I can be like, je peux être Mhm. extraverti. C'est ça. Ok, troisième question. Force physique ou force mentale? Qu'est-ce que tu préfères? Mental. Ouais. Oui. Got you. That's an easy one. That's an easy one, yeah. Ok, so la prochaine question, c'est, peux-tu nous dire quelque chose que tu aurais aimé pratiquer ou faire plus? Bon, quelque chose que je fais déjà Mhm. et dont l'objectif est de continuer au maximum. Bon, je pense, c'est ma religion, oui. Ouais. Voilà, Oui. ok, that's a good one. Love that for you. Love it. Prochaine question, une personne célèbre ou un personnage que tu admires le plus? Hmm. Hein? On a dit un. Bah, Et on a bien dit personne célèbre ou personnage. Donc ça peut être même quelqu'un de yeah, fictif. Après, ils vont croire que j'ai des amis fantômes. mon cher, c'est pas grave, chacun a sa Non, personnalité. je pense que la première personne qui me viendrait et qui réunit peut-être tes deux critères, c'est mon père, oui, je pense. Oh, Oh. that's so cute. I would have said the same. Oh. Ok, un livre que tu recommandes à toutes les pals que tu as lu. Oh God. En fait, on va revenir dans le cours de la discussion, mais durant la thèse, Mhm. là, j'ai mis un break sur les livres qui étaient pas liés un peu au sujet de ma thèse, donc ça fait très, très, très longtemps. Mais il y en a un que j'ai bien aimé et que j'avais relu Mhm. lorsque je faisais le PhD. C'est un peu lié à l'économie, mais aussi sur les questions de vie. Enfin, tout le monde peut le comprendre, hein. Ça s'appelle Freakonomics. Et Yeah. je le conseille vraiment aussi. Voilà. Ok, love that. Je vais ajouter à ma liste de livres. Oui. Et le dernier, quel pays recommanderais-tu à toutes les pals de visiter? Ça, c'est difficile, hein. Bon, vu qu'on a dit c'est pas, on peut prendre un pays du continent et je pense que tous les pays du continent valent la peine d'être visités en tant que PAO. Bon, on peut dire le Mhm. Sénégal pour découvrir toutes les PAO qui sont passées d'hier, d'aujourd'hui et celles du futur sans doute également. Waouh. Moi, je pensais que tu allais dire un autre pays, Fatou. Lequel? Bah, celui où tu es en ce moment, qui est le... Qui est le Rwanda, oui, c'est vrai. Elle m'a convaincue d'aller lui rendre visite au Rwanda. So. Oh, En tout cas, merci beaucoup Fatou. Je pense que Merci toutes à nos vous. auditrices et nos auditeurs savent un peu plus qui tu es. J'espère que you had some fun à yeah. travers la présentation. Donc, on va maintenant passer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, l'objectif de nos podcasts avec un invité, c'est vraiment de mettre en avant un profil PAO. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment mettre en avant, en plus, d'un point de vue assez professionnel. Donc, le sujet du jour, comme vous pouvez le voir, sera un sujet autour du milieu professionnel, mais avec toujours quelques, on va dire, tentacules vers le perso, parce que tout est lié. Pour la première partie, on va parcourir la success story de notre invitée. On va commencer par parcourir son parcours académique. Donc, elle vous a déjà donné quelques teasers au début. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ensuite, on parlera de son parcours professionnel, donc ce qu'elle est en train de vivre maintenant et ce qu'elle a déjà fait. Et ensuite, on développera un peu plus sur son Power Drive. Ok. Fatou, je vais maintenant te laisser la parole pour un petit peu nous raconter ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience pro qui font que tu travailles là où tu es aujourd'hui? Je suis née, j'ai grandi à Dakar, quartier au plateau, centre-ville, un petit peu. J'ai fait une partie de mon école primaire là-bas également, en partie le programme sénégalais. Donc,
Souvent, parfois, lorsqu'on est dans une école privée, on peut choisir programme sénégalais ou programme français. Donc, mes parents, l'anecdote, c'est qu'ils alternaient. Si une année, j'avais fait le programme français, l'année suivante, je fais le programme sénégalais. Donc, ça permet de connaître, bon, un peu plus son histoire, etc., mais également d'avoir toujours cette ouverture un petit peu parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans le futur, hein, si on est amené à voyager pour X raisons. Et ce fut le cas parce que vers l'âge de 10 ans, donc on a déménagé en France, une partie de ma famille, et j'ai poursuivi mes études là-bas également, jusqu'au master, où j'ai eu mon master en économie du développement à l'université Paris 1 Sorbonne. Et puis après avoir été graduate, j'ai poursuivi un programme. Enfin, c'est un petit peu le premier métier, quoi. Hormis les premiers stages, on va dire le premier job, concrètement, dans un think tank qui travaille sur des questions de développement international et d'économie internationale. Donc, j'étais basée à Paris. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi. C'était une très bonne expérience et en fait, ça m'a permis de savoir exactement si je voulais poursuivre vers des études supérieures, telles que le doctorat, ou continuer directement sur la partie académique. Donc, ces 2 années m'ont beaucoup appris également. Et je pense que pour moi, c'était très bien parce que ça m'a permis d'orienter, en fait, spécifiquement ce que je voulais faire. Et j'ai poursuivi par un doctorat, le PhD. Et souvent, lorsqu'on pense PhD, on pense académique, être professeur, etc. Et moi, en fait, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était plutôt d'avoir ce background, ce pilier académique que je peux appliquer un petit peu à des problématiques opérationnelles, on va dire. Ça comme ça, soit dans une entreprise ou organisation, peu importe. Et en fait, ces 2 ans et demi m'ont permis de vraiment développer ça, de m'outiller en fait personnellement pour savoir comment je peux accéder à cette voie-là. Et grâce à Dieu. Quel était le sujet de ton PhD? Donc, j'ai obtenu une bourse pour mon PhD. En France, il y a un dispositif qui a été créé depuis plusieurs années maintenant, qui n'est pas encore très connu à mon goût, malheureusement, mais qui commence quand même à l'être. Ça s'appelle le dispositif CIFRE, CIFRE. Donc, c'est un dispositif qui permet d'avoir son PhD financé par une entité qui n'est pas académique. Donc, ça peut être une entreprise privée, une organisation, etc. Et c'est assez avantageux parce que ça peut procurer soit à la fin continuer vers une voie académique ou bien une voie un peu plus professionnelle, opérationnelle. Et c'est on va dire, ça englobe 3 parties, le doctorant ou la doctorante, l'entreprise, en tout cas la structure d'accueil, et la structure académique qui est souvent le laboratoire de recherche, donc l'université. Et donc, c'était pour moi l'opportunité de naviguer sur ces 2 mondes-là, souvent qu'on pensait antagonistes. Et la thèse m'a permis de voir que non, je n'ai pas été la première et je ne serai pas la dernière. Ça a été développé un petit peu au tout début, c'était les industries lourdes qui faisaient ça, donc tout ce qui était lié à l'aviation, etc., la défense, dans les parties R&D, Research and Development. Et puis, depuis quelques années, ça s'est ouvert un petit peu aux sciences sociales, etc. Il y a même aux sciences, enfin, ce qu'on appelle tout ce qui est lié à l'art et la culture. Donc, j'ai eu la chance aussi de pouvoir collaborer avec d'autres doctorants qui étaient dans ce dispositif, mais sur une thématique totalement différente. Et le sujet principalement de ma thèse portait sur tout ce qui était lié aux évaluations d'impact, c'est-à-dire lorsqu'on a des projets, des programmes dans les pays émergents ou les pays en voie de développement, tels que les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. On a souvent des projets soit financés par le secteur privé ou des organisations, et on a de plus en plus ce challenge qui est, donc ce défi, pour rester dans le thème français, qui est de développer, de savoir, OK, on fait beaucoup de financement ou bien on prend des initiatives, mais est-ce que ça fonctionne? Et si oui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment on s'adapte, comment on peut être un peu plus efficace, comment on peut mieux atteindre les bénéficiaires de ces projets-là, etc., etc. Et sur différents sujets, enfin, il y a plusieurs thématiques, il y a le genre,
l'agriculture, l'éducation, etc. Moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé en tout cas actuellement, enfin jusqu'à maintenant, sur les projets, tout ce qui était lié à l'énergie, au secteur de l'énergie, des ressources naturelles. Donc c'est quelque chose Ah, c'est qui me moi. plaît beaucoup. Voilà, tu vois, ça. Donc voilà, ça me plaît beaucoup et c'est des problématiques en tout cas fondamentales pour des pays qui sont, par exemple, situés en Afrique subsaharienne, Amérique latine ou certains pays d'Asie du Sud-Est. Hmm, j'adore. Ok, je peux poser une follow-up question, Yeah. really quick. Yeah. Disons, d'où est venue cette idée de faire un PhD, disons ton doctorat, tu vois? Tu avais ça en tête depuis ton bachelor ou tu t'es peut-être, tu as identifié, tu vois, des problèmes que tu t'es dit que seul un doctorat peut t'aider vraiment à aider la communauté ou bien juste à vraiment avancer dans la carrière que tu veux atteindre au futur. Moi, je suis quelqu'un, je prends souvent des projets à court moyen terme. Je peux peut-être Mhm. parfois avoir des objectifs de long terme, mais j'aime bien aller étape par étape. On va dire ça comme ça. Donc, par exemple, lorsque j'avais le bachelor ou le master, en fait, je pense qu'on était toutes pareilles. C'est qu'est-ce qu'on fait là? Plus jamais de cours Voilà. de notre vie. Euh, le dernier jour des partiels, on jette les feuilles. Ça va ne servir à rien. Mais jamais de la vie, on me reparlera Je de cette reviendrai équation exactement. ou bien de cette dissertation. J'en ai marre de voir, voilà, certains profs, etc., etc. Donc ça, je pense que après, il y a des gens, par contre, ils savent, par exemple, dès la première année ou dès la dernière année, qu'ils veulent poursuivre sur un bac+8, bac+9, tu vois. Mais moi, Mhm. c'était pas du tout mon cas. Je prenais, voilà, j'ai mon bachelor, qu'est-ce que je veux faire comme master et comment je fais pour y arriver. Donc, j'avais fait mon bachelor en économie dans une autre ville, hors Paris, et j'ai vu Mhm. que il y avait des masters qui m'intéressaient. Donc, j'étais toujours très intéressée par tout ce qui était lié aux relations internationales, l'économie internationale ou la géopolitique. Donc, c'est des questions qui m'ont intéressée très, très vite. Et donc, je regardais, OK, j'ai eu un cours pendant mon bachelor d'économie internationale et ça a accroché en fait. J'ai pas été déçue et je me suis dit voilà, je prends vraiment plaisir à faire à étudier ça parce que aussi les études c'est du plaisir. Hein. On a tous eu des cours, je pense, où on s'en foutait, c'était juste pour avoir les bonnes Ouais. notes. Oui. Moi, en l'occurrence, c'était les cours de Pareil, je pense peut-être pareil. si je devrais citer un, c'était la comptabilité ou quelque chose comme ça. Moi, c'était le Ouh. marketing, personnellement. Ah I oui, il y got avait bored ça by that. aussi, c'est Ouais. vrai. Super Mais ennuyant. c'était un peu le cours marrant, peut-être que tu avais le vendredi, tu vois, pour chill, on va dire. Non, tu as raison, tu as raison. Moi, le marketing, j'allais dans la classe. Franchement, c'était juste pour me C'est décompresser. ça. Mais Ouais. comptabilité, oh Mhm, my God. mhm. Chaque semestre, je Ah regrettais bon? pourquoi j'ai pris cette classe. Ouais. Et ça, de toute façon, toi, avec les chiffres, Bah, moi, dès qu'il y a des chiffres, c'est bon. Par c'est contre, le ça. Ma bullshit du chère, marketing, moi, là, j'adore les chiffres. mais la Mais compta, la c'est ça. comptabilité n'a aucun sens. Je pense que c'est une des matières où ça dépend énormément de ton professeur. Aussi, Non, c'est non, non, vrai, ça a c'est juste aucun possible. sens. La comptabilité n'a aucun sens, je Mais vous si, assure. mais But si. anyways, C'était la parenthèse. Voilà, donc j'ai eu un cours catchy qui m'a beaucoup plu. Heureusement, grâce à Dieu, j'ai eu une bonne note. Donc j'ai pu demander une lettre de mhm, recommandation à cette prof-là, il me semble. Et puis j'avais postulé à 2 masters dans 2 universités à Paris et j'ai été acceptée dans l'une d'entre elles et d'ailleurs ça me convenait très bien. Donc c'était Paris 1 Sorbonne mhm, au master économie, puis après la seconde année spécialisée en économie du développement. Donc voilà, parce que mhm, on va dire, c'était peut-être destiné comme une sorte d'appel. Peut-être Hmm. parce que j'ai grandi dans un pays en développement, ça me parle beaucoup. Les pays émergents aussi, ça compte de plus en plus. Donc pour moi, c'est-à-dire c'est des zones ou des challenges, des problématiques où il y a beaucoup de choses à faire, voire tout à faire. Hmm. Vous voyez. Donc on est sur une phase voilà de construction, etc. Alors que peut-être sur les pays développés, c'est plus de la gestion, même si on mhm, a, enfin il y a des problématiques, des changements structurels qu'on voit actuellement sur certains pays occidentaux ou autres. Mais dans tous les cas, ça reste intéressant. Et après, bah, il fallait peut-être choisir une spécialisation, c'est-à-dire le développement, c'est large, mais on peut parler de développement en termes de genre,
gender studies qu'on entend de plus en plus parler, de travail, de migration, d'agriculture, du secteur privé, des ressources minières, enfin, c'est tous les types de secteurs économiques, etc., qui définissent, en fait, qui font les pays, on va dire. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai été spécialisée sur ce master-là. Et par la suite, je n'ai pas décidé d'enchaîner directement vers un doctorat. Parce que je me suis dit, je vais me laisser le temps, justement, parce que cette idée était là, ça a émergé un petit peu dans ma tête. Parce que le master, la thèse du master, on va dire le master thesis, comme vous le savez, c'est 1 an. Ouais. Une année, 2 semestres, c'est très court. Et donc, je commençais, donc c'est là où j'ai commencé à travailler sur tout ce qui était lié un petit peu à l'énergie, l'électrification, etc. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis dit, je ne suis pas allée assez profondément, en fait, sur ce sujet. Il y a tellement, c'est tellement vaste, il y a tellement plein de choses à regarder. Et il y a eu une opportunité, en fait, avec un de nos professeurs à l'université qui cherchait justement, qui avait créé qui était fellow, senior fellow dans le think tank que j'ai rejoint. Et donc, on a monté avec un autre doctorat à l'époque, la chaire accès à l'électrification au niveau du Sahel. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait parce que je me suis dit, OK, ça me permettra d'apprendre plus, d'être mieux outillée pour préparer cette thèse. Et si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, j'aurai quand même, je sais pas, 2 ans et demi de perdu parce que j'aurais gagné en expérience, pourrais travailler ailleurs, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui sont devenues, voilà, qui ont beaucoup contribué dans le monde, etc., et qui ne sont pas doctorants, qui ne sont pas docteurs ni professeurs. Donc, c'était pas forcément une fin en soi. Et donc, voilà, on a cette partie un petit peu académique professionnelle. L'idée est là. Et aussi, je pense, c'est l'encouragement de certaines personnes de mon entourage, notamment mon père, qui, je pense qu'il a toujours, qui avait atteint dans sa catégorie, dans son secteur, le maximum qu'il pouvait atteindre et qui était toujours là. Bah, toi, dans ton secteur, tu peux atteindre aussi le maximum que tu puisses atteindre. Donc, c'est comme ça qu'il m'a poussé jusqu'au jour où j'étais acceptée d'ailleurs. Oh, c'est beau. J'ai 2 questions à te poser à la suite de ça. Un, Fatou, pour nos auditrices qui sont intéressées par l'économie ou globalement par le monde, l'énergie, le développement, etc., dans des espaces émergents. Est-ce que ta thèse est publique? Est-ce qu'on peut y accéder? Oui, elle est publique. Ok. Oui, donc sur thèse.fr. Ok, super. Et puis on partagera potentiellement le lien à celles qui souhaitent la voir. Oui, mais tu sais, comme tout travail, tout travaux, enfin, de master, thèse ou d'autres de rapport, lorsqu'on se relie et qu'on ouvre I know. la J'ai jamais chose, relu ma thèse, perso de master, jamais. Elle a été envoyée et puis that's ça it. un report. Ouais. On se dit toujours, mais comment j'ai pu écrire ça? Qu'est-ce que Donc à lire, mais avec modération et avec détachement. Et ma deuxième question, c'est si tu es confortable à le dire. Donc aujourd'hui, tu travailles pour une boîte. Comment est-ce que tu es arrivé après ta thèse? Enfin, je pense dans cette boîte qui est un peu la référence de là où tout économiste qui a un doctorat va. Quels sont tes tips et comment tu es arrivé à travailler dans cette boîte si tu te sens confortable d'en parler, bien sûr. Bon, de toute façon, après, bon, tout économiste qui a un doctorat, ça dépend. Il y en a qui préfèrent poursuivre dans l'académique, enseigner, Oui. publier, enfin, être chercheur, être dans la recherche, ou maintenant le secteur privé aussi. Et j'ai aussi cette partie-là, donc secteur privé, grâce à ma thèse. Et pour moi, c'était une aubaine. J'ai pas du tout regretté ce choix. Et je pense que ça m'a conduit, voilà, à travailler dans l'organisation où je suis actuellement, donc qui est la Banque mondiale, et sur Congrats. des projets. Merci. Sur des projets intéressants. Et donc après la thèse, j'ai directement rejoint la banque à travers une opportunité. Donc souvent la banque a des programmes différents. Le plus connu, c'est le Young Professional Program qui se dit YPP, mais il y en a plein d'autres sur différentes thématiques, différents secteurs. Et il y a quelques années, certains cadres de la banque avaient décidé de créer un programme spécifique aux jeunes chercheurs, doctorants ou en fin de thèse africains. Parce que je pense qu'il y avait peut-être eu un manque, un déficit à combler au niveau des institutions, des organismes internationaux sur la représentativité
des minorités, on va dire, entre guillemets, comme on les appelle, hein, voilà, ethniques. Nous, on a, vu qu'on a ce background English speaking, so we can talk about ethnicity, maybe, si je puis dire, en tout cas. Mais voilà, il y a eu cet effort qui avait voulu être fait pour avoir intégré avoir une plus grande diversité. Parce qu'au fond aussi, le mandat de la banque ou d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux, c'est justement de travailler sur des pays émergents ou en voie de développement, dont l'Afrique subsaharienne, par exemple. Donc, il faut des personnes outillées, peut-être comme ils le disent, des jeunes talents ou autres, qui viennent de ces pays-là, qui comprennent les problématiques et qui puissent travailler, voilà, et contribuer en fait au mandat de la banque ou des projets qui sont financés. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint ce programme-là qui s'appelle le African Fellowship Program, donc, qui est uniquement destiné aux jeunes chercheurs africains ou de diaspora africaine. C'est aussi tout aussi sélectif que le YPP parce que c'est des milliers de candidatures et au bout du compte, on est peut-être une trentaine. Waouh. Voilà. Ouais. Ok. Donc, c'est... Congratulations, look at Thank you. Ouais. Et donc, c'est assez intensif et voilà, on rejoint un département, un secteur de la banque en fonction de nos sujets d'intérêt, on va dire, pour découvrir comment fonctionne la banque. Une question qui va un peu faire le lien avec la partie suivante, mais si tu avais 2-3 tips à donner à nos auditeurs ou auditrices qui souhaiteraient intégrer ce genre de programme, quelles sont les choses qu'il faut avoir? Je sais que quand on parlait avant, tu me disais il faut des recommandations. Quelles sont un peu les choses qu'il faut anticiper, les choses à prévoir pour avoir plus de chance lors de ta candidature, ou quels sont un peu les indispensables pour réussir ta candidature dans ce type d'organisme? Oui. Alors, la première chose, c'est que c'est très sélectif et je pense que ça va... Donc, il ne faut pas avoir peur si on échoue. Et je pense que ça sera dans le Power Drive, je pense, peut-être. On en reparlera. Mais voilà, c'est la première chose que je veux dire parce que souvent on dit, il faut faire ceci pour réussir, mais on parle pas des 90% de chances aussi de pas intégrer. Et c'est pas la fin du monde, en fait. Ça veut dire, moi, tu sais, tu me connais, je crois beaucoup au destin et je me dis toujours, que si quelque chose arrive ou n'arrive pas, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire, si une porte se ferme, c'est qu'il y a une multitude d'autres portes qui sont ouvertes là, quelque part. Et voilà. Par ailleurs, c'est que pour ce type de programme, en tout cas que moi j'ai fait, ce qui concerne les PhD, on va dire, c'est avoir un sujet de PhD intéressant, qui rentre dans les problématiques sur lesquelles la banque travaille, ou peu importe l'organisme que l'on vise. Également, voilà les recommandations. Donc sans ça, je pense que voilà, tout PhD, ou bien même en termes de carrière professionnelle, on en a toujours un petit peu à côté. Également, tout ce qui est la motivation, pourquoi on veut faire ça. Donc il faut avoir un but. Je pense que le mot en anglais le mieux placé ici, c'est purpose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vise après ça? Et aussi, ne pas forcément être dans la posture, certes, intégrer peut-être telle entité, telle structure va nous apporter quelque chose, mais c'est toi aussi, qu'est-ce que tu vas apporter? Ta valeur ajoutée. Yes. Voilà. Parce que tu vas rejoindre une équipe et ils te prennent pour une raison. Ouais. Ils ne te prennent juste pas comme ça, etc. Parce que tu as le CV parfait, quoi. C'est parce que tu rajoutes quelque chose. C'est ça, je veux dire, exactement. C'est que tu as de la valeur. Même en dehors du CV, sur le plan humain, voilà, tu as de la valeur sur tes connaissances, sur tes activités extra-professionnelles ou scolaires. Donc, plein de choses comme ça. Quelle est la valeur que tu apportes, que tu ajoutes à l'équipe, ta contribution, pour montrer que oui, tu fais avancer également le mandat de l'organisme pour lequel tu souhaites intégrer. Mais au-delà de tout ça, pour moi, le principal, c'est juste avoir l'audace de le faire. Il n'y a absolument rien à perdre. C'est-à-dire, on ne peut pas échouer, enfin, on ne peut pas perdre quelque chose, on apprend toujours. Même si, que ce soit le côté positif ou négatif. C'est vraiment avoir l'audace de le faire et puis continuer. J'adore, parce que ça va faire une très belle transition sur notre sujet du jour, mais peut-être rapidement, avant de passer donc à notre fameux sujet
la boîte à outils de notre PAO du jour. Une dernière question, si tu pouvais nous dire en une ou deux phrases, quels sont tes PAO drives, c'est-à-dire quelles sont les choses qui te font te sentir PAO. Par exemple, si je prends Saran et moi, clairement, on va pouvoir citer PAO comme une de nos initiatives qui nous fait, entre guillemets, grandir en tant que PAO. Toi, qu'est-ce que tu fais justement? Quelles sont peut-être des initiatives que tu as eues ou des choses que tu fais et dont tu aimerais parler avec nos auditeurs et nos auditrices et qui t'aident chaque jour, comme on l'a bien compris, à devenir la PAO? Je vois certains mentors ou des personnes de mon entourage, mentors hommes-femmes, voilà, des personnes proches en tout cas, y compris toi, Aïssatou. Non. C'est, je pense, on peut avoir différentes initiatives, mais on va dire le moteur commun, c'est tout ce que l'on dit, peut-être redonner ce que l'on a reçu. Le terme qui est très bien en anglais, c'est give back. Give back, either to the community or anything else. Et donc, moi, ça me motive beaucoup et ça se matérialise à travers des initiatives, ça peut être citoyenne, sociale, entrepreneuriale, par exemple, en groupe, toujours. Et ça me permet d'apprendre beaucoup. En fait, j'aime bien ouvrir mon univers, to be wide as much as possible, parce que j'apprends toujours, vraiment. J'adore. Et puis petit rappel, on avait lancé un programme de mentoring PAO, donc on te recontactera peut-être, mais en tout cas, s'il y a des auditrices qui sont intéressées ou des auditeurs qui sont intéressés par le parcours de Fatou, please contactez-nous et puis on essaiera autant que possible de faire la connexion. La connexion. Avec plaisir. Super. Alors, passons donc au cœur du sujet du jour. Donc, tu as choisi un sujet aujourd'hui que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs et nos auditrices, ce qui pourrait leur servir de boîte à outils. Donc ça, c'est on va dire un nouveau segment qu'on a pensé avec Saran. L'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut donner à nos auditeurs et nos auditrices comme outil pour demain travailler à être leur PAO, mais d'un point de vue plutôt professionnel, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, Fatou, quel est le sujet de la boîte à outils PAO que tu souhaites partager avec la communauté PAO? Ce qui serait bien, et on l'a peut-être eu, je sais pas, en tout cas chacun son parcours, mais encore, il y a beaucoup de travail à faire, c'est comment on nous prépare à l'échec, notamment même en tant que femme africaine. J'adore. That's a good one. J'adore. J'adore. Et pourtant, je pense qu'on en subit toutes, encore plus en tant que femme africaine, mais on ne nous apprend pas à les gérer, effectivement. Donc, que ce soit même dans le milieu professionnel, sociétal, personnel, comme tu l'as dit, académique. Par exemple, si on prend l'exemple de quelques pays en Afrique, en fait, c'est très dur. On se rend pas compte du cheminement qu'une personne, un enfant africain chemine entre l'école, le collège, le lycée, l'université, jusqu'à arriver jusqu'à l'université. Enfin, c'est pas, même au jour d'aujourd'hui, c'est pas donné, tant sur le plan financier, d'infrastructure, logistique, en fait, même. c'est ça, et l'accompagnement, parce que peut-être tout n'est pas réuni, forcément. Comme peut-être nous, on a eu la chance de l'avoir durant notre enfance, on a eu tout ce cheminement-là, investissement intellectuel, etc., etc. C'est pas forcément pour dénigrer, loin de là, parce que au contraire, ça forge beaucoup les jeunes Africains et les jeunes Africaines. Ce qui fait que partout où ils ou elles vont dans le monde, on arrive à s'en sortir. Vous voyagez beaucoup, donc vous savez, nous, la communauté africaine, en tout cas comme on est à l'étranger, on se débrouille tout le temps. L'adaptabilité. On est obligé. Ouais. Le plus souvent, on est obligé. On n'a pas le choix. C'est ça, exactement. On n'a pas de choix. On est obligé. Et c'est une force. Donc, c'est une force qu'il faut reconnaître, sur laquelle il faut optimiser, pérenniser, en fait, capitaliser. Mais on nous apprend pas, voilà, à gérer l'échec. Par exemple, quelqu'un peut migrer à l'étranger, que ce soit une migration de travail formel ou autre, voilà, peu importe. Si cette personne-là a vécu à l'étranger, en dehors de son pays d'origine, pendant des années 40, 50 ans, souvent on voit qu'elle a du mal à revenir si elle n'a pas, entre guillemets, achevé
des réalisations, Mm. souvent parfois matérielles, ça peut être une maison dans sa ville d'origine, etc. Et c'est difficile sur le plan sociétal, en fait, et social, de s'y retrouver. Ça, voilà, tu vois, vous voyez, c'est un exemple tout simple. Sur le plan académique, ok, qu'est-ce qui se passe si je réussis pas mon semestre, si j'ai pas des bonnes notes? Comment on fait pour, j'aimerais, like, shift Changer. la Changer la trajectoire, changer, voilà, la mentalité. trajectoire Yeah. pour permettre, et déjà de se dire, ok, pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi mon enfant n'a pas réussi sur ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Ouais. Et en fonction des échecs, c'est toujours, ok, je vois un petit peu les points forts et les points faibles, essayer de miser au maximum sur les acquis. Et ça, je remarque qu'on l'a, les enfants peut-être en Asie de l'Est ou autre, aux États-Unis peut-être, mais voilà, il y a ce mindset-là qui est travaillé dès l'enfance. Donc, vous voyez un enfant américain, enfin, c'est le centre du monde. America is great. Ouais. We are the center of the world. You know, Yep. the most powerful in the world, etc., etc. Et en fait, voilà, c'est juste, ils les mettent en confiance. Et donc, il faut arriver à surélever ce poids de confiance-là, qui n'est pas de l'ego, mais juste de la confiance en soi. Et ce poids permettra, lorsqu'un échec arrivera, donc ça permettra de balancer et d'équilibrer. On ne sera pas totalement abattu par le fait d'avoir échoué sur quelque chose ou une étape durant notre vie ou notre carrière professionnelle. Mais tu penses pas que le plus souvent c'est une pression en fait? Mhm. Tu vois ça, parce que chez nous, le plus souvent, surtout quand tes parents t'ont envoyé, par exemple, aux États-Unis en tant qu'Africain et Africaine, on te met la pression que tout ce que tu dois faire, c'est de réussir. Donc, parfois, comment gérer cet échec? Le plus souvent, les gens n'arrivent pas forcément à gérer ça bien parce que tu te vois toi-même comme un échec, quoi, Ouais. justement. Je sais pas si Raté, ça te genre. dit. Ouais. Exactement, juste à cause de cette pression, parce que si tu réussis pas, et ça peut être vraiment naturel. Parfois c'est la langue, parfois c'est le milieu et tout ça, mais mais tu mets cet échec sur toi-même juste parce que c'est vraiment prédisposé en toi à cause de ta famille ou bien de ton entourage. Donc, je pense que le sujet amène, comme tu as dit, peut-être changer la mentalité, ça peut beaucoup aider, mais je pense que c'est aussi l'entourage et puis peut-être d'où tu viens. Ouais. Ça aussi, ça doit, c'est plus ancré en toi par rapport à vraiment tes origines. Ouais. Et je rajouterais à ça 2 points. Le premier, c'est que un échec, en fait, faut pas le prendre personnellement. Je sais qu'une fois, j'avais fait une formation, tu vois, sur le leadership, etc. On dit souvent quand on te critique ou quand tu rates quelque chose, tu vas te dire: «Ah, mais c'est Aïssatou qui est nul» ou «C'est Aïssatou qui vaut rien». Ou on va vraiment le prendre personnellement et l'intérioriser en se disant: «Bah, c'est nous qui sommes des ratés, des gens misérables». Alors qu'en fait, un échec, ça veut pas dire que tu vaux moins parce que tu as fait un échec. Ça veut juste dire que ce que tu as tenté d'entreprendre là comme action, ça n'a pas marché. Donc c'est pas toi, c'est plus ce que tu as fait ou peut-être même en fait le lien ne marchait pas, tu vois, tu n'étais pas fait pour ce projet ou tu n'étais pas fait pour telle ou telle chose. Donc je pense qu'il faut apprendre à se détacher de l'échec et se dire c'est pas moi qui suis nulle, c'est ce truc-là qui n'a pas marché. Parce que en se détachant comme ça, voilà, ça un échec devient une leçon en fait. C'est ça n'a pas marché, donc ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Je pense que ça c'est le premier point. Et le deuxième point que je rajouterais, et ça c'est très ancré difficilement dans nos mentalités africaines, je dirais, c'est qu'un échec en fait ça se prépare. Quand tu regardes les Américains, oui ils sont hypés en mode on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus grands, blablabla. Même les Européens, like le white man, l'homme blanc européen, lui il est matrixé pour se dire like j'aurai pas de difficultés, like les choses arrivent par facile. Mais d'un autre côté aussi on les prépare à l'échec, on les prépare à l'échec de plusieurs façons en leur disant bah en fait si tu échoues c'est pas grave. On les prépare à l'échec en leur disant bah regarde telle ou telle personne elle a échoué et regarde où est-ce qu'elle est aujourd'hui en fait. Donc on les prépare à l'échec alors que nous c'est y a pas le choix en fait, faut que tu réussisses. Voilà. Et pourtant, mais tout ce que vous dites toutes les deux, c'est très juste. Hein. Sarah le disait tout à l'heure, c'est qu'on a cette phrase dans notre tête, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'échouer. D'un côté, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a cette pression-là un petit peu, et cette attente familiale, et qui est normale, hein, parce que si ton entourage ou ta famille ou tes parents se battent pour te fournir une bonne scolarité, voilà, un bon encadrement, c'est en retour, voilà, ce qui est normal en fait. Mais d'un autre cas,
en fait, il ne faut pas se dire, OK, j'ai pas le droit d'échouer, mais si j'échoue, et ça va arriver parce que c'est la vie, c'est comme ça. Ah, ça va Qu'est-ce que je arriver. fais? Voilà, comment je me relève? Et on le voit en fait. Je te donne un exemple typique, comme tu disais aux États-Unis ou autre. Et juste la petite parenthèse, en Asie, enfin, on les brainstorm sur Ouais. ça. Mais combien de fois, enfin, ils ont échoué. Il y a beaucoup de pays asiatiques après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, en termes de niveau de richesse, de développement, de conditions de vie, qui étaient au même niveau que certains pays africains post-indépendance. Et regarde aujourd'hui. Ouais. Enfin, la trajectoire, elle est sans appel. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Donc, ils ont subi beaucoup de choses aussi et ils ont décidé, voilà, de s'armer un petit peu de cette carapace, à savoir que, voilà, on est dans un monde certes ouvert, multilatéral, etc., mais on ne pourra s'en sortir que si aussi on a nos propres identités, nos propres mécanismes endogènes pour pouvoir réussir dans ce monde-là. Et en tant qu'Africains, on nous assène souvent notre histoire, etc. Et c'est vrai, hein. Donc il faut l'avoir, mais ça devrait plus être une source de motivation et une force pour se dire, OK, on en était là et on va aller là. Et un exemple sur l'échec, c'est qu'on regarde la propension, le goût du risque en fait, l'aversion au risque plutôt. Lorsque on est dans certains pays africains, on peut voir que beaucoup de business locaux, PME, type commerce, sont tenus par peut-être des personnes étrangères, entre guillemets, et c'est très bien, enfin voilà. Mais c'est parce que nous, en tant qu'Africains locaux, on avait beaucoup cette tendance, cette aversion au risque, justement pour la peur d'échouer. Alors qu'aux États-Unis, mais combien d'entreprises sont créées par jour et combien font faillite Ou la diaspora libanaise, par exemple. Voilà, c'est ça, par exemple. Et ça ne les empêche pas de réinvestir et de se relever, en fait. De s'organiser, de se relever et de faire autre chose. Il faut peut-être, voilà, qu'on essaye de modifier cette aversion qu'on a juste par la peur de l'échec. Et ça, c'est juste, il n'y a pas de secret en soi. C'est un accompagnement. On se met une forte pression parce qu'au vu de l'histoire qu'on a, du poids que l'on a, c'est tout à fait normal. Mais on peut s'en sortir et c'est en train d'être fait. Enfin, si on regarde certaines économies africaines, il y a de plus en plus de personnalités ou d'entreprises ou de start-up innovatrices qui sont là, des champions et des championnes nationaux, régionaux, etc., qui essayent un petit peu de forcer, de pousser ce mur le plus loin possible. Et c'est possible parce qu'au fond, on a, c'est-à-dire l'innovation, les idées, enfin, ce qui se passe en Afrique, c'est mais bouillonnement, quoi. Tu vois, ce sujet, si on part d'un point de vue plus individuel, en tant que personne, donc on est toutes là dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Encore toi, Fatou, ça va, tu es sur le continent, mais tu as connu un environnement qui était à majorité pas du tout noir, pas de femmes. Donc, comment est-ce que tu parles à une minorité qui a le fardeau de la minorité, et je dirais même plus le fardeau de la femme noire, face à l'échec? Parce qu'en fait, quand tu échoues en tant que femme noire, en fait, tu as l'impression d'avoir un double échec. Tu as l'échec même de ton action, mais tu as l'échec aussi de dire I failed my people. Genre, j'ai vraiment échoué en tant que femme noire et j'ai échoué là où les autres s'attendaient à ce que j'échoue. Parce que pour eux, en tant que femme, je ne devrais pas être là. Donc, comment est-ce que tu passes dans un environnement justement pro, toi en tant que Fatou, toi en tant que Saran, et puis même moi en tant qu'Aïssatou et nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait face à l'échec dans ce contexte-là où tu te dis, en fait, c'est 2 fois plus dur pour moi, mais en même temps, on devrait être 2 fois plus fiers de nous parce qu'on a réussi là où les autres s'attendaient à ce qu'on échoue. Donc, comment est-ce que mentalement on arrive à gérer ce genre de choses, tu vois? Donc, peut-être deux choses. La première, c'est que pour moi, en tout cas, de mon parcours, de ce que je vois aussi sur le continent qui est en train de se faire, qui s'est fait, ce lien entre le continent et les communautés africaines à l'étranger, donc ce qu'on dit diaspora dans le langage courant, c'est plutôt, c'est-à-dire, je suis sûre d'une chose, si le continent se développe, donc si on continue sur cette voie, qu'on arrive à améliorer nos conditions de vie, etc., le fardeau est automatiquement réduit pour les communautés africaines à l'étranger. Parce que c'est psychologique. Quand on est à l'étranger, on pense à la famille, on pense à ce qui se passe là-bas. Si par exemple, beaucoup ce qu'on appelle des soutiens de famille s'occupent
de leur famille au sens large, sur le plan financier, etc., c'est un fardeau. C'est quelque chose à porter. Et donc, c'est-à-dire le travail doit être fait ici, en partant du continent, pour pouvoir alléger ce fardeau-là. Parce que si on parle, par exemple, d'aide économique d'une Aïssatou en retour vers quelqu'un de son entourage, etc., lorsqu'un pays est sur la voie du développement, amélioration des conditions de vie, cette redistribution sociale, entre guillemets, bilatérale, on va dire, doit être prise par l'État. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas forcément que si on paye des impôts, etc., c'est toute une machine. On connaît un peu le système de redistribution français, typique, par exemple. Il y a d'autres systèmes dans le monde. Et en Afrique, avant même les sociétés un petit peu, entre guillemets, post-coloniales, exempter la colonisation, l'esclavagisme, on avait déjà notre propre mécanisme endogène de structuration d'une société et de redistribution sociale qui fonctionnait plutôt bien. Et donc ça, tant qu'on ne reviendra pas, c'est-à-dire peut-être en l'améliorant parce que voilà, on est au 21e siècle, monde contemporain, etc., ça permettra de réduire ce fardeau-là pour une Aïssatou qui est à l'étranger. Et puis d'autre part, certes, par exemple, si on voit une femme africaine qui est dans le board ou CEO d'une boîte très très connue côté voilà, que ce soit à New York, Paris ou Londres ou ailleurs. Déjà pour arriver là, comme tu l'as dit, mais c'est énorme, casser ce plafond de verre qui existe et il faut pas se cacher, hein, il faut le dire très clairement. Et si cette femme-là échoue, quelle serait la différence, la conséquence par rapport à un homme blanc entre guillemets d'un tel âge qui échouerait aussi à ce même poste? Donc, c'est cette perception un petit peu sociétale, c'est-à-dire, est-ce que nous, en tant qu'hommes noirs ou femmes noires, on a droit à des secondes chances, on a droit de se relever par rapport à, par exemple, je ne sais pas moi, un multimilliardaire d'une grande entreprise internationale qui fait faillite, puis après, sur une entreprise admettons commerçante, et il va se relever en recréant un truc dans l'immobilier. Et on va appeler ça a success story man. This is huge. This is so annoying though, but yeah. Une du Times, l'homme de l'année, etc., etc. Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais il y a plusieurs solutions qui peuvent être faites. Hein. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, si j'arrivais comme cette dame-là, comme CEO d'un organisme, etc., et que peut-être j'échoue, il y a une raison. Et il faut que j'apprenne de cette erreur-là. Mais est-ce qu'on me redonnera une chance d'arriver en se disant, on l'avait prévu, comme disent les Ivoiriennes pendant la CAN, quand on voit, on sait. Non, mais c'est ça qui fait peur. Parenthèse, la Côte d'Ivoire est un très bon exemple de gestion de l'échec. Laissez-nous. On a été ressuscités. Merci, Aïssatou. On dit Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? C'est exactement ça. Et on dit encore coup de marteau. Non, mais c'est vrai, coup de marteau. C'est ça, non, exactement. Mais c'est vrai. Mais je pense que c'est aussi la mentalité, comme je reviens toujours. Parce que, par exemple, ici, le plus souvent, je prends mon exemple, right? J'ai l'impression que parfois, le plus souvent dans les entreprises où je suis toujours une noire sur, on va dire, sur 20, sur 30, parfois la seule noire, right? Et même si on ne te le dit pas ouvertement, tu sens que c'est comme si, OK, tu as eu la chance, tu es la privilégiée en étant la seule noire du groupe. Donc, rassure-toi de ne pas, quote unquote, fuck up. Ouais. Tu vois? Ouais. Estime-toi heureuse d'être là. Voilà, tu vois. Et donc, first of all, le plus souvent, tu te mets même cette pression que est-ce que vraiment je méritais d'être ici? Tu vois, tu as du genre, le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Et puis, on ajoute, ajouter ça, la pression de ne vraiment pas échouer. Mentalement, c'est vraiment difficile de balancer ça. Donc, je voudrais aussi savoir, surtout sur le thème mental, du genre, quel conseil pourrais-tu donner aux PAO pour juste montrer que vraiment, ce n'est pas une fin en soi d'échouer, quoi. C'est sûr. Et comme le disait Aïssatou tout à l'heure, c'est que ça reste une leçon.
Donc pour moi, si j'échoue à quelque chose, j'essaye de me poser les questions. Parfois même, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On retourne la chose, mais on est malade même pendant 2 semaines, etc. Mais au bout du compte, quand je relativise, je me dis, bon, je suis toujours en vie, je respire, j'ai mes poumons qui fonctionnent quand même. We must do something about it, you know. Et donc, je pense que là, en fait, ce qui est intéressant, toujours quand je reviens à nos mécanismes endogènes de société africaine, les femmes, à l'époque, même ça se fait toujours, hein, se parler beaucoup entre elles. C'est-à-dire les jeunes filles, les femmes matures, voilà, les mamans, les grands-mères. Je pense qu'il y avait des secrets, des partages d'expériences qui étaient discutés dans des zones, ça peut être l'arbre à palabres ou autre à l'époque, etc. Mais c'était des sociétés où les femmes étaient assez stick together, je dirais. Et donc, moi, si je vois qu'une Aïssatou ou une Sarah a échoué en Amérique ou je sais pas où, enfin, échoué, c'est un grand terme, c'est-à-dire peut-être whatever, qu'est-ce qui se passe. Mais je vois que c'est pas lié à des problèmes illégaux. Elle a pas volé de l'argent. On essaye de voir le problème. Et moi, je suis une Fatou. J'ai peut-être un pouvoir décisionnaire quelque part en Afrique, que ce soit dans le secteur privé ou public ou politique, etc. Mais je récupère ma sœur. Voilà. Ouais. Oh, Et I on love fait we build up something stronger together, you know. Je rajouterais à ce point, justement, je viens d'avoir l'idée, quelque chose qui est important toujours, en fait, en utilisant le réseau, mais une autre façon, ça peut être, quand tu as un échec, faut toujours demander un feedback. Parce qu'en fait, C'est ça. ce que tu Yeah. penses être les raisons de ton échec peuvent être autres. Ou en fait, là où tu Oui. penses avoir échoué, Oui. ben en fait, tu n'as pas échoué. Donc, tu vois, pareil, genre, C'est en sûr. allant vers l'autre, donc, comme l'a si bien dit Fatou, ben en fait, like, stick to your sister, look at your sister, but also, parle à la personne qui tu penses qui sera le meilleur assesseur de ton échec et demande-lui, bah écoute, pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai mal fait. Donc ça, c'est vraiment un feedback tout simple, genre en vérifiant entre guillemets les raisons de ton échec, quoi. Donc totally agree C'est on that sûr. point. Non, mais c'est vrai. Oui, et puis pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire, c'est comme une boule de neige. Ça va prendre. Il suffit, voilà, qu'on avance un petit peu petit à petit, pas à pas, ça prendra. Et sur le plan psychologique, c'est qu'il faut se dire, bon, même sur la partie feedback, les étoiles n'étaient pas alignées. Et je me dis, mais toujours, peut-être là, bon, c'est peut-être l'aspect philosophique, religieux, etc., c'est qu'il y a une bonne raison à tout. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est un peu le mantra, ça doit être le mantra, voilà, de la vie. Et même c'est bien d'échouer, je trouve, hein, parce que moi enfin, il faut, comme on dit parfois dans l'islam, enfin dans ma religion, c'est que il faudrait plus avoir peur si tout va bien dans le meilleur des mondes que s'il n'y a pas un petit quelque chose qui se passe. Preach. Et c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est Parce vrai. que Et puis, comme on apprend toujours et tu gagnes beaucoup d'expérience. Si tu shifts ta mentalité, again, dans le sens que l'échec n'est pas forcément mauvais, tu vraiment, like, ça te permet non seulement de te fortifier mentalement, mais vraiment, voilà, tu gagnes plus d'expérience, tu apprends de tes leçons et tu seras mieux équipé que la personne qui n'a jamais échoué. C'est ça, exactement. Tu vois, une dernière anecdote, par exemple, j'ai vu, tu sais, pour la CAN, justement, on est beaucoup dans l'économie individuelle, parfois ce qu'on appelle même l'entrepreneuriat de subsistance, notamment au Sénégal, avec des personnes, bon, s'ils ne peuvent pas rester au chômage et n'ont pas forcément un emploi formel, vont se mettre dans l'informel avec le commerce. Et parfois, tu avais des personnes lors de la CAN, donc on achète, ils commandent des maillots, des drapeaux en grand, etc., en grande quantité, et il faut venir, et finalement, bon voilà, on perd je sais plus, on a perdu en quoi, 8e de finale, c'est ça? Oui. Merci du rappel. Merci du rappel. On va chasser normalement. Et donc, bon, on voit qu'est-ce qu'on fait de ce stock, en fait? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ça, enfin, sur le plan, peut-être business, c'est un échec, mais il faut justement, c'est là, en fait, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas laisser la petite graine là qui nous dit, oh God, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai investi, j'ai mis 100 000 francs CFA, je suis foutu. Et ça, si ça grossit dans ta tête, en fait,
c'est pas bon, même après, Ouais. tu vas te créer une aversion Au risque. enfin voilà, à l'investissement, au risque, etc. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que bon, il y a plein d'autres solutions. Hein. Je sais pas, une bête, s'il se passe un événement, donne tes drapeaux du Sénégal, quoi. Enfin, il y a plein d'autres choses. Et puis à Il la y a, prochaine voilà, il y a CAN. toujours et voilà, c'est ça. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire, que l'on peut développer, et ça nous permet d'apprendre. OK. Donc, moi, j'ai échoué sur ça parce que ça s'est passé. Donc, la prochaine fois, lorsque je fais mon investissement, je vais regarder mes marges, combien de marchandises je dois acheter en fonction de l'estimation des ventes que je dois faire, etc. Donc, c'est plein de choses comme ça qui nous permettent et un entrepreneur ou une entrepreneuse se construit comme ça, Ouais. sur le tas. C'est vrai. Enfin, on va Yep. pas me dire, il y a des exemples en Afrique, des champions et des championnes. Je suis sûre, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de les inviter sur le podcast. Inch'Allah. Si ils ou elles vous racontent leur parcours, Ouais. vous allez vous dire, mais waouh, quoi. Ouais. Et peut-être aussi, il faut que ces personnes-là, qu'on soit plus audibles pour que peut-être les communautés C'est africaines vrai. s'y reconnaissent un peu Partagez plus. plus ces échecs. Yeah. Oui, Yeah, je c'est pense que ça. même entre nous, quoi. Like, moi, Mhm. mon CV, I mean, je suis fière de mon CV, c'est assez bien et tout. Mais il y a eu beaucoup d'échecs en bas, tu vois. Like, il y avait des moments, surtout en undergrad, like, je me rappelle, il y avait des moments, mes compagnies de rêve, autant, like, quand j'appliquais et tout, il y avait toujours, oh, tu étais bien, mais, tu étais bien, mais, tu étais bien, mais. Et C'est il y a ça. un moment où je voulais abandonner, en fait, tu vois. Oui. Tu fais comment? Tu avances, parfois tu acceptes peut-être une compagnie que tu penses ne pas être la compagnie que tu aimes, mais tu apprends tellement dans celle-là que ça te donne plus d'opportunités au futur. Donc, tu sais jamais même en quoi un échec peut te lead. Je sais pas comment on dit ça en français. Te mener. Voilà, te mener, exactement, Et exactement. Donc, j'adore parce que ça fait vraiment les keep out takeaway, donc les pas à emporter. Et moi, justement, le mien, c'était en ligne avec ce que disait Sarah, mais c'est plus loin. C'est que pour moi, en fait, il n'y a pas d'échec. Encore plus dans le monde professionnel. Dans la vie perso, c'est plus compliqué, mais dans le monde pro, pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est juste des routes qui se construisent différemment. C'est de nouveaux virages, c'est de nouvelles trajectoires. Mais pour moi, en fait, tu n'échoues jamais dans le milieu pro parce que là où tu as pas fait quelque chose, ben, tu as fait autre chose. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, il y a pas d'échec. C'est des apprentissages, des leçons. Et puis, c'est une vie qui avance. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré parler de ce sujet et j'ai particulièrement adoré quelque chose, c'est qu'on a donc parlé de comment gérer son échec, à la fois donc d'un cadre pro en tant que femme, en tant que personne, mais surtout Fatou, j'ai adoré parce que en tant qu'économiste, tu es venue parler de ce sujet en tant qu'économiste. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant, valuable. Je trouve plus mes mots en français, je suis désolée. Mais franchement, merci, j'ai adoré notre échange. yeah. Franchement, j'ai adoré moi aussi, Fatou. Tu es très inspirante en fait. Like, quand elles parlent, j'étais là, je disais, wow, like, this is, you know, again, du genre, en tant que POW, c'est exactement la définition qu'on a, tu vois. Et il n'y a pas un seul modèle typique d'une femme POW, mais tu en fais partie. Juste sur ton parcours, sur ta présence, tes conseils et tout. Donc, franchement, on est super heureuse de t'avoir reçu et merci beaucoup pour Et grandement partagé. Et je vous retourne tous ces compliments. C'est vraiment partagé. Alors, on va juste, donc, pour les dernières minutes, on va rapidement utiliser cette minute pour un nouveau segment très court qu'on va appeler The POW Community Time. Donc, le moment de la communauté POW. Donc, c'est pour prendre quelques minutes pour rapidement revenir sur des choses sur lesquelles on a échangé avec vous, nos auditeurs et nos auditrices. Je vais laisser Sarah rapidement expliquer le principe pour ce qui viendra dans la suite. Et pendant ce temps, je vais chercher les résultats du dernier sondage qu'on vous a envoyé, parce que lors de nos derniers épisodes, nous avons adressé un sondage. Donc, je vais rapidement regarder les résultats, les partager avec vous. Et pendant ce temps-là, Sarah va vous expliquer ce segment et ce qu'on prévoit pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, nos auditeurs et auditrices. Et si vous avez des questions sur cet épisode que vous aimeriez qu'on réponde, envoyez-les nous sur notre compte Instagram à Powerful African Woman,
So, on vous attend avec impatience. Et pour celles qui n'ont pas Instagram, vous pouvez nous envoyer également par email à l'adresse qui est en description. Et finalement, je voulais parler d'un topic qu'on essaye d'intégrer sur notre plateforme et ça s'appelle The Reciprocity Ring, en français, le cercle de réciprocité. Donc, le thème, en fait, le sujet ou le but, c'est de créer une sorte de network, right, entre nos guests, nous-mêmes et nos auditeurs. Par exemple, pour notre guest, c'est Fatou. Le but, ce sera que peut-être elle nous donne son email adresse ou bien son contact et tout, et puis on lui mettra en contact avec 2, 3 personnes qui sont intéressées de connaître plus sur elle ou bien d'avoir tu vois, une relation de mentor-mentee. Et en échange aussi, elle, si par exemple il y a quelqu'un qui l'intéresse dans notre cercle, on peut lui mettre en contact avec cette personne à tout hasard. Donc c'est vraiment échange, pas ok, c'est seulement un côté qui prend et un côté qui reçoit, mais c'est surtout vous prenez, mais vous donnerez aussi pour d'autres personnes qui reçoivent. Tout à fait. Et c'est tout à fait dans l'esprit PAO, partager, échanger. Sur le point donc du sondage qui est un partage de votre part, donc on vous remercie pour vos retours. Donc la question de la dernière fois était une question très simple, c'est quelle est votre langue préférée. Donc on a eu quelques retours, on a anglais, on a français, on a les deux, mais surtout on comprend et on comprend tout à fait que pour vous en fait, pour certaines ça va être le français, pour certaines ça va être l'anglais. Nous depuis le début on n'arrive pas à choisir. Ne nous demandez pas de faire le choix, on ne sait pas faire. Donc là ce qu'on a choisi de faire c'est d'alterner autant que possible pour vous garder le contenu le plus spontané possible. La traduction ne le permet pas, donc on va alterner au maximum. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous va ou pas, et sinon envoyez-nous de l'amour, on prend aussi. Exactement, merci. Voilà, merci. Alors, pour finir, parce que PAO ne finit jamais sans les recos des PAO, je vais faire un rapide tour de table où chacune va nous donner sa ou ses recos, pro et ou fun, qu'elle souhaite partager avec le réseau. Donc, je vais commencer par notre invité du jour. Fatou, est-ce que tu as des recommandations de livres, de conseils, de n'importe quoi que tu souhaites partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Je me disais, bon, il faut toujours essayer, quoi qu'il arrive, de trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est important parce que les deux, l'un drive l'autre. Donc, il n'y a pas de... Cet équilibre-là, je pense qu'il est assez important. Merci Fatou. Donc, on est plutôt sur une recommandation conseil à écouter. De mon côté, moi, c'est plutôt un outil que je vous recommande d'un point de vue pro, un outil que j'utilise au quotidien pour m'organiser dans mon travail, mais également dans ma vie pro. Ça s'appelle Todoist. C'est en fait une plateforme que j'adore parce qu'elle est disponible sur téléphone, sur ordinateur, partout en fait. Dès qu'on a une connexion, c'est gratuit. Les paramètres plus utiles sont gratuits. Donc Todoist, vous allez dessus, vous créez votre compte avec par exemple Google ou autre, et en fait, vous pouvez mettre des tâches, affecter une tâche à une tâche une priorité, affecter à une tâche un jour. Donc, je dois avoir fait ça pour le lundi. Vous pouvez organiser vos tâches par projet, tout ça gratuitement. Donc, je recommande fortement cet outil pour vous organiser. Yeah. Ma recommandation à moi, c'est de ne pas hésiter de demander de l'aide. C'est vraiment bénéfique non seulement pour moi-même, mais surtout aussi pour la personne parce qu'elle permet de non seulement aider, mais elle aussi d'apprendre de toi. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mes relations passées et parfois qui ont mené à beaucoup plus d'opportunités. Donc, n'hésitez pas. Ok, bah écoutez, merci vraiment Fatou, merci pour ton temps, merci pour cet épisode. I really enjoyed it. Je me suis beaucoup amusée. Yes, thank you so much for your time. Moi aussi, c'était super et j'espère qu'en tout cas, par la grâce divine, vous pourrez aller encore plus loin et être en mesure de, même au-delà d'aller du français et l'anglais, commencer à translate dans certaines langues africaines. Wow. You're going a little too far. Non, mais c'est vrai parce que je pense que vous pourrez encore plus toucher beaucoup plus de femmes, jeunes filles ou C'est vrai, sur le continent. c'est vrai. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super fun.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça nous a fait super plaisir de vous avoir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, pas trop, mais surtout sur Instagram. Vous avez juste à taper Powerful African Women sur vos téléphones ou vos ordinateurs. Ok, donnez-nous vos opinions, vos suggestions et n'hésitez pas à partager vraiment vos expériences en commentaire, surtout sur cet épisode. Et on espère que vous avez adoré nos guests as much as we did. Yes. N'hésitez pas à partager autant que possible Pau pour renforcer le réseau. Vous pouvez aussi nous contacter par email à powerfulafricanwomen@gmail.com. Donnez-nous votre opinion, posez-nous vos questions et envoyez-nous juste de l'amour, tout ce que vous voulez. Et parlez de Pau à votre entourage. Et entre-temps, n'oubliez pas de faire ressortir la Pau qui sommeille en vous.